Parcours, le podcast qui donne la parole à ceux avec un chemin de vie pas comme les autres. Épisode 2, le déracinement. Pourquoi revenir avec un enfant et pourquoi vous ne pas aller vous installer? Parce que vous avez déjà votre culture, vous avez déjà vos racines, vous les connaissez. Là, voilà, vous êtes déjà adulte, vous êtes construit. Pourquoi vous n'allez pas dans le pays biologique de l'enfant pour que lui au moins il puisse rester là? Pourquoi c'est déraciner l'enfant? Après, c'est comme avoir des enfants. À la base, ça reste quand même un acte qui est égoïste souvent en fait. Savoir d'où on vient est un droit fondamental. Salut à tous, c'est Anne-Charlotte. Bienvenue dans ce deuxième épisode sur le déracinement. L'exilé et l'adopté partagent un point commun, l'obligation de recommencer leur vie à zéro. Pour en parler, j'ai échangé avec toutes les personnes adoptées et les parents de certaines d'entre elles. J'y ai inclus aussi l'expertise de Géraldine Mathieu, une spécialiste et professeure en droit de la famille et en droit de la jeunesse à l'université de Namur. Le 7e art a parfois abordé la recherche des origines chez les adoptés, notamment à travers le film australien Lion qui était sorti en 2017 et qui raconte l'histoire d'un enfant indien qui se perd dans une gare et qui finit en fait par être adopté par un couple australien. Et à l'âge adulte, il commence à partir à la recherche de sa famille biologique, notamment de sa mère. Commençons par là d'où vous venez. De Calcutta. Quelle partie? On m'a adopté, je suis pas réellement indien. Je commence à me souvenir. Assaru, notre merveilleux fils. On est très fiers de toi, mon garçon. D'une vie que j'avais oubliée. Ça va? J'avais une autre famille. Une mère. Un frère. J'arrive encore à voir leur visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois retrouver le chemin de la maison. T'as passé combien de temps dans le train? 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours? Il faudrait une vie entière pour faire le tour de toutes les gares de l'Inde. Souvent, la quête des origines refait surface à l'adolescence ou même plus tard, mais elle ne se limite pas seulement à la recherche des géniteurs. Ce passage obligé touche particulièrement les adoptés, selon Géraldine Mathieu. Et donc, la quête des origines va nécessairement renvoyer à cette recherche des géniteurs. Mais nous ne sommes pas faits que de gamètes, nous sommes bien d'autres choses. Et donc, la recherche des origines, si elle englobe nécessairement un questionnement sur l'identité de mon ascendance, la quête des origines, c'est bien plus vaste que ça. C'est la quête du sens. C'est essayer de comprendre quelle a été l'histoire de ma conception, de ma naissance, de mon désir. L'histoire de ma filiation, ma généalogie. La quête des origines, c'est avant tout la quête du sens, la volonté de se réapproprier son histoire pour solidifier ses racines et mieux avancer. Donc c'est important, en tout cas dans ce débat, de ne pas réduire les origines à la seule dimension identitaire et génétique. Je pense que les origines englobent ces deux composantes. Pour certains adoptés, la quête des origines passe donc par la recherche des parents biologiques, mais ce n'est pas un automatisme, comme l'a expliqué Apolline. C'est un travail que j'ai fait tout au long de ma vie, vraiment. J'ai été voir des psys assez jeunes pour justement me poser ces questions-là. Avec ma maman aussi, elle m'a proposé le choix d'y retourner ou d'entamer une recherche. Mais je me suis toujours dit que si j'étais ici maintenant, c'est qu'il y avait une raison. Et donc que mes parents biologiques, s'ils m'avaient abandonnée, c'est qu'il y avait une raison valable. Bon, maintenant, si elle n'est pas valable, j'essaie de ne pas la questionner puisque je pense que j'aurai jamais la réponse. Donc, à la limite, je préfère encore me dire que mes parents sont décédés ou soit voilà, ils ont continué leur vie, mais ça, je me pose pas trop de questions pour pas trop me torturer en tant qu'enfant adopté. On se questionne pourquoi est-ce qu'il y a un certain rejet, est-ce qu'on a été rejeté ou est-ce qu'on a été abandonné. Donc là, je me dis que vraiment, je les pardonne parce que je préfère encore avoir ma maman maintenant ici que des parents biologiques qui ont peut-être été un peu là mais qui m'ont fait du mal. Donc je préfère me dire, ok, on va arrêter l'histoire des parents biologiques et on va continuer ici, là où on est, en Belgique.
À 2 ans, Farah a été adoptée avec sa grande sœur de 5 ans à Madagascar par une famille d'origine namuroise. Ses parents biologiques lui manquent le plus. Aujourd'hui, elle reproche cette tendance des parents adoptifs à effacer le passé de l'enfant. Je pense que mes parents me manquent plus. Mon papa et ma maman, enfin surtout ma maman, me manquent plus. Peut-être parce que je sais qu'ils sont décédés, donc du coup, j'ai plus rien à compter. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Mais je me suis construite ici, en fait. C'est ça le problème de l'adoption, en fait. C'est qu'on efface tout. C'est le concept de l'adoption plénière, en tout cas. On efface tout et voilà, c'est bon. Parce qu'il faut savoir que ma grande sœur, quand elle est arrivée, elle parlait la langue. Maintenant, elle ne saurait même plus dire bonjour en malgache. Et je trouve ça waouh, alors que maintenant que j'habite Bruxelles, je sais qu'il y a plein d'associations malgaches, donc mes parents auraient pu s'intéresser, se dire on va peut-être essayer de temps en temps d'aller à des dîners malgaches, ne fût-ce que pour les filles, elles puissent... Voilà, mais ça c'est un autre souci. Mais voilà, n'adoptez pas. non, ça c'est très radical. Mais en fait, il faut remettre en question ce truc en fait. Il faut adopter. Moi, je me souviens une fois, j'avais fait une formation, enfin bref, et à cette formation, il y avait une dame qui allait adopter en fait. Elle était vraiment bien avancée. Elle est venue vers moi parce qu'elle savait que j'étais adoptée. Elle m'a dit comment ça s'est passé. J'ai dit mal. Elle était toute choquée et je crois qu'elle s'attendait en fait à ce que je lui dise mais c'est merveilleux, mes parents ils m'ont sauvée, grâce à eux je mange, Je dis ben non, ça s'est pas bien passé parce que l'adoption c'est pas simple. Vous n'adoptez pas simplement un petit enfant noir, un petit asiatique. Souvent on le dit d'ailleurs. On dit je vais adopter un petit asiatique, je vais adopter un petit noir. Mais le petit noir ou le petit asiatique, il va grandir, il va devenir un adulte avec son passé. Vous pouvez pas faire genre je le prends de son pays et le passé ça fait ça. Non, vous pouvez pas en fait, c'est pas possible. Même si vous essayez d'effacer tout ça, et il faut avoir en tout cas le cran de regarder en face le passé de l'enfant et d'être capable en fait de lui expliquer réellement d'où il vient. Et puis moi je questionnerais à cette personne-là et je dirais pourquoi revenir avec un enfant et pourquoi vous ne pas aller vous installer, parce que vous avez déjà votre culture, vous avez déjà vos racines, vous les connaissez, là voilà, vous êtes déjà adulte, vous êtes construit. Pourquoi vous n'allez pas dans le pays biologique de l'enfant pour que lui au moins il puisse rester là? Pourquoi c'est déraciner l'enfant? Après c'est comme avoir des enfants, à la base ça reste quand même un acte qui est égoïste souvent en fait. Voilà, donc je me dirais soyez le moins égoïste possible. En fait, le droit belge reconnaît 2 types d'adoption internationale, l'adoption plénière et l'adoption simple ou libre. Avec l'adoption plénière, le lien entre la famille d'origine et l'enfant adopté est rompu. Elle ne concerne que les personnes mineures. Tandis qu'avec l'adoption simple ou libre, c'est complètement l'inverse. Là, le contact entre l'enfant adopté et sa famille d'origine est maintenu, et cela concerne tant les personnes mineures que les personnes majeures. Ah, mon fils, regardez, il a les yeux de son père. Alors, est-ce que vous avez des idées de prénoms? On en a même une assez précise. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce qui est bon en famille, c'est qu'on peut tous dire. Apolline, Farah, Hugo, Peterson. Un exemple très concret, le prénom. Très souvent, c'est l'une des rares choses qu'il reste à l'enfant adopté de son propre pays. Certains d'entre eux en ont déjà reçu un à la naissance et d'autres n'en ont pas. Parfois, les parents adoptifs préfèrent soit le changer ou soit le garder. Guy et Monique ont par exemple gardé le prénom d'origine de leurs 2 fils, mais en second prénom. Benoît, c'était Sunder, et alors et Christophe, c'était Francis. Et pour vous, c'était quand même important de pouvoir quand même garder leur prénom d'origine? Oui, c'est bien, oui. Oui. Comme deuxième prénom, oui, je Oui. trouvais. Mais je trouvais comme premier prénom, c'était une autre vie, hein. C'est aussi une manière de donner quelque chose de personnel. Mais oui, peut-être c'est aussi, cela. ouais. Oui. On se dit, ben, et même, je dois dire, comme Benoît, notre premier, donc maintenant, il est devenu Côte de Vie, et bien sur son logo, il a repris son nom de... Son prénom. Son prénom indien.
Et ça a une signification, ça veut dire quelque chose Sonder, c'était... Le beau, ça veut Le dire. beau, le beau. Il faut dire qu'il est très beau. Peterson signifie fils de Pierre en créole haïtien. Chez Vinciane et José, garder le prénom d'origine de leur fils est très symbolique. Parce qu'on se dit, on ne peut pas tout lui bouger, c'est son prénom. Donc, et Peterson, on nous avait l'abbé Balthazar, qui est un ami, qui est un prêtre, qui a travaillé en Haïti pendant 30 ans, est un peu le relais aussi, un peu entre Haïti, nous, lui qui était là-bas, avant qu'il n'arrive. Nous avait dit Peterson, ça veut dire fils de Pierre. Donc, nous, on s'était dit, oh, il est Peterson. Et c'est Pete. C'est Pete. Son diminutif, c'est Pete. Oui, c'est important parce que il y a très peu de personnes qui ont ce prénom. Parce qu'il a toute une histoire, quoi. Hugo partage le même sentiment, puisque son prénom de naissance représente une trace de ses origines et de son passé. Alors en effet, oui, j'avais déjà un prénom qui était Hugo, donc dans mes actes de naissance, tout ça, c'est bien repris Hugo. Et lorsque mes parents adoptifs ont découvert ce prénom, ils ont voulu le garder puisqu'ils trouvaient que le prénom était original et beau. Donc j'ai gardé mon prénom, c'est une de mes traces de mon origine. Et vous direz que c'est important de pouvoir le garder pour ceux qui ont un prénom à la naissance? Je trouve ça important, en tout cas moi j'en suis fier, j'aime bien mon prénom, j'ai de la chance d'avoir un prénom que j'aime, mais en plus de ça, il a une certaine consonance en fait, hein. Il est emprunté d'origine colombienne, là-bas c'est un nom qui est quand même assez répandu, et donc oui je trouve ça important, c'est un lien avec mon passé, mes origines. Moi c'est Farah et mon vrai prénom c'est Victoire, mais en fait ma maman biologique m'appelait Farah. Farah en malgache ça veut dire la Benjamine, donc en fait mon prénom que j'ai ici c'est mon surnom. Voilà. Bon voilà, après ça va, c'est un mot que ma maman disait, donc ils n'ont pas sorti ça comme ça. Mais c'est vrai que j'ai quand même, voilà, mes parents ont décidé de m'appeler comme ça, mais j'aurais quand même bien voulu continuer à m'appeler Victoire parce que c'était mon prénom. Enfin, c'est mon prénom. Et vous avez qu'un seul prénom sur votre carte d'identité? J'ai les deux, j'ai Farah Victoire. Mais un peu comme les Belges, je suis belge, hein, mais comme les Blancs, j'ai envie de dire, qui ont finalement les 3 ou 4 prénoms, je sais pas. Donc, ouais, les deux sont sur ma carte d'identité, heureusement. Mais j'ai des connaissances, je ne vais pas citer par respect et par confidentialité, qui avaient un prénom tout à fait normal, en fait. Qu'est-ce que je dis? Normal, on va dire, mais même, on va dire occidental, on va dire comme ça. Et les parents ont réussi à changer. Donc c'est comme si elle s'appelait Corinne là où elle est née, et aujourd'hui ils l'appellent Valérie, quoi. Pourquoi? Je sais pas. Donc c'est important de pouvoir garder, en tout cas si on en a un, de pouvoir garder son prénom d'origine. Oui, parce que je pense que chaque prénom a... Si nos parents biologiques nous ont appelés comme ça, c'est pas pour rien en fait, et je vois pas de quel droit. En fait c'est là où on en vient, où les parents adoptifs bien souvent pensent que les enfants adoptés sont des poupées qu'on va modeler comme ils veulent. C'est pas un enfant qui est sorti de leur tripe en fait, c'est un enfant qui a déjà des racines, on leur a donné un prénom, ils ont une date de naissance, ils ont des parents qui soient morts, vivants, junkies ou pas junkies, ils ont ces racines là en fait. Et moi je trouve, moi c'est quelque chose qui me met vraiment fort en colère parce que je comprends pas à quel moment, de quel droit en fait il y a des parents qui se permettent de changer totalement, de franciser, parce que c'est ça hein, c'est franciser le prénom et dire ben voilà, toi maintenant tu vas t'appeler Valérie parce que Fatima ça va pas quoi. Ben non, assume, t'as adopté un enfant arabe ou noir, ben tu assumes en fait, il n'y a pas de... Enfin bref, donc voilà. Mais mes parents, je suis moins en colère parce qu'ils ont quand même gardé un prénom que ma maman me donnait. Voilà, ils n'ont pas commencé à m'appeler Corinne, là je répétais un peu je crois. Ouais. Julien n'avait pas de nom, donc on lui a donné ce nom Julien. Et Mirella, c'est son nom d'origine. Comme elle avait 18 mois, on l'a gardé. Et ça veut dire quelque chose? Enfin, il y a une signification? Je trouvais que quand... Mais bon, avec le recul, on ne leur parlait pas dans ces lits, donc... mais je me suis dit, si elle a déjà 18 mois, elle a déjà entendu son nom, je présume que c'était important pour elle de s'identifier avec le nom qu'elle a. Enfin, moi, ça me paraissait évident, donc on n'a pas changé ce nom. Mais Julien, on lui a donné puisqu'il n'y avait pas de nom.
Donc voilà. Et il y a une signification, enfin, pourquoi vous avez choisi ce nom? Julien? Oui, votre fils. Mais au départ, c'est vrai que je l'aurais bien appelé Arthur, mais c'est comme mon grand-père. Mais alors Alain n'aimait pas du tout. Et alors je dis, Jules, c'est mon autre grand-père. Alors du coup on a fait un compromis, Julien, voilà. Je sais pas pourquoi je parlais. Enfin, c'est un peu par hasard, mais c'est des noms qui nous parlaient, quoi. Un prénom qui nous parlait. Le déracinement, c'est aussi l'absence de repères, de traits communs avec sa famille adoptive, comme la couleur de la peau, les yeux ou encore les cheveux, et pour la plupart des personnes adoptées, leur plus grande différence est donc le physique. Dès le plus jeune âge, quand on s'identifie à sa famille biologique, on pense qu'on ressemble d'abord soit à l'un des deux parents, ou aux gros-parents, ou bien à d'autres membres de la famille. Ici, personne ne ressemble à l'enfant adopté. Par conséquent, il a du mal à se reconnaître dans cette famille dans laquelle il ne voit pas son reflet. Et c'est le cas de Farah et d'Apolline. Comme je disais tantôt, j'ai toujours senti que j'étais pas dans une famille normale. Je voyais mes amis qui ressemblaient soit au papa, soit à la maman. Moi, c'est un peu plus compliqué. Voilà, c'était plus... J'ai déjà une personnalité en fait qui est différente de celle des autres. Enfin, je suis beaucoup plus sensible que les autres, etc. Donc c'était déjà difficile à ce niveau-là. Il fallait rajouter le fait que j'ai pas une famille normale. Voilà, c'est un peu compliqué à gérer quand on est enfant. Donc maintenant ça va. Alors ça dépend vers quel âge. Donc en maternelle, je m'en souviens pas vraiment, mais en tout cas, comme les parents étaient souvent là, il n'y avait pas de questions, c'était plutôt juste des questions d'enfant-enfant. Par contre, en primaire, ça a posé plus de soucis puisque c'était plus la question de différence de physique, la différence d'histoire. Rien qu'en primaire, on nous demande de faire un arbre généalogique, forcément il change. Donc ça, c'est une différence notoire où avec les autres enfants, on compare et on se dit « Ah ouais, c'est bizarre, ton arbre généalogique, il n'est pas comme les autres ». Donc peu importe qu'il soit recomposé ou pas, l'arbre généalogique d'un enfant adopté, il n'est pas pareil. Surtout que moi, ma maman, elle m'a adoptée, elle est mère célibataire, donc ça fait qu'une branche. Donc, et c'est quand même encore quelque chose qui me suit, mais ça c'était la première différence. Maintenant, apparemment, je l'ai vraiment très mal vécu pendant la période primaire parce que j'étais un petit peu harcelée, mais j'ai fait complètement abstraction. Donc quand je suis rentrée en secondaire, ça allait plus ou moins. Et harcelée par rapport à ça, par rapport à l'adoption, ou c'était d'autres choses qui entraient en compte? Ouais, apparemment c'était l'adoption. C'était vraiment, mais c'est qui tes vrais parents et pourquoi t'es comme ça et des trucs comme ça. Bon, maintenant, je m'en souviens plus très bien, mais c'était quand même cette question d'adoption. Et en secondaire, deuxième secondaire, on m'a demandé et combien est-ce qu'on a payé combien est-ce qu'on t'a payé, quoi. Pour t'adopter. Donc c'est assez violent ça. Comme si on avait un prix, comme si la vie avait un prix. Une vie différente avait un prix. Et donc là, j'ai répondu que la vie n'avait pas de prix. Et j'ai répondu surtout que ça ne regardait pas la personne. Et je pense que c'était aussi en deuxième ou troisième secondaire où c'est toujours des questions qui reviennent tout le temps dans la vie de quelqu'un qui est adopté. C'est tu viens d'où? Avant le bonjour, comment tu t'appelles, c'est tu viens d'où? Aux personnes que je ne connaissais pas, j'ai dit ça ne vous regarde pas et j'ai pas envie de répondre à cette question. Suite à ça, on m'a insultée. J'ai été directement chez le directeur en disant voilà ce qui s'est passé. On a été confrontés, bon maintenant on a réglé la situation, mais par contre, la sous-directrice qui était aussi présente et au courant de l'affaire m'a demandé pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu. Ça veut dire que ça te pose quand même un problème de répondre. Alors je trouve que c'est une question qui m'a un peu choquée par rapport à la sous-directrice qui pour moi devait avoir l'ouverture d'esprit de se dire que chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Et quand j'y repense maintenant, je me dis toujours que c'est mon droit de ne pas répondre à cette question. Et que quand on m'aborde, j'ai envie d'abord qu'on me demande comment je m'appelle ou en quelle année je suis. Des choses plus propices à l'école plutôt que d'où tu viens. C'est vraiment pointer la différence, quoi. Quitter soudainement son pays d'origine pour aller vivre dans un pays totalement différent, c'est aussi être plongé dans une nouvelle culture avec d'autres habitudes de vie.
cette autre culture s'impose à soi, et pour Peterson, il a fallu s'adapter, réapprendre et s'approprier la culture occidentale. Son regret principal, ne pas avoir une culture à lui. En fait, ce qui est compliqué avec l'adoption, c'est que c'est riche parce que voilà, il y a le métissage culturel, mais c'est aussi compliqué parce que on n'est ni d'une culture, ni de la culture de notre pays d'origine, ni de la culture de notre pays d'accueil. Et voilà, on est entre deux eaux et on ne sait pas à quelle culture on doit vouer notre existence. Moi, j'ai choisi que ce serait à la culture occidentale, avec les études humanitaires, donc les secondaires. Je me suis vraiment approprié la culture occidentale que j'apprécie beaucoup. Donc, non, j'ai pas cherché à avoir la culture haïtienne, et je ne ressens pas de manque. Dans la vie au quotidien, le fait qu'on peut essayer de devenir ce qu'on a envie d'être, qu'il y a des possibilités, l'aisance, on se tracasse toujours, mais on ne se tracasse pas de choses fondamentales pour exister, quoi. On se tracasse si on a eu une responsabilité dans quelque chose, on se tracasse pour la responsabilité pour laquelle on s'est mise nous-mêmes dedans. On se tracasse de pouvoir bien faire, on se tracasse d'être bien avec les autres, mais on ne cherche pas forcément tout le temps qu'est-ce qu'on va manger. On ne lutte pas pour survivre, quoi, on vit. Et voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode de Parcours sur le déracinement, qui est vu par les personnes adoptées en grande partie et leurs parents. Quitter son propre pays pour aller vivre ailleurs n'est pas sans conséquences. Dès les premiers mois de sa vie, l'enfant doit s'acclimater et tout recommencer à zéro une seconde fois. Avant d'être adopté, l'enfant a déjà un passé et une histoire derrière lui. Et retenez bien que savoir d'où on vient est un droit fondamental. Merci pour votre écoute, restez branchés sur Parcours et à bientôt!